Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, déjà, merci de cette audition, de me donner la parole. Surtout que je vais évidemment présenter, vous le savez, c'est peut-être aussi pour ça que vous m'avez proposé de venir, une vision qui est, on va dire, plutôt hétérodoxe par rapport à ce qui d'habitude se dit sur la dette. Mais vous connaissez effectivement mon point de vue. Alors, comme vous l'avez dit, pour ma part, je considère que, par principe, la question de la dette n'est pas un problème. Enfin, en tout cas, la dette en France, je parle bien, même si je ne cultive pas l'idée qu'il faut de la dette, pour aller vite. Hein. Bon. La dette n'est pas le problème, en tout cas, que l'on nous présente. Et je me souviens, je le rapporte souvent, je le rapporte notamment dans l'ouvrage, d'une discussion qu'on avait eue lors d'un débat du projet de loi de finances rectificatif, dont on trouve les traces à travers les différentes vidéos de l'Assemblée nationale, au moment du Covid. Et à l'époque, mon prédécesseur, Éric Woerth, sur la question justement de la dette qui était en train d'augmenter du fait des mesures prises pour le Covid, s'était écrié de toute façon, chacun sait que personne ne rembourse la dette. Voilà. Donc c'est sa phrase, elle est authentifiée. Bon, ce qu'il voulait dire, c'était ce que nous disons depuis longtemps, ce que je dis depuis longtemps, c'est qu'on ne rembourse jamais le stock de la dette, tout simplement parce que la dette en France, et je vais y venir, est supportable et que, en réalité, au bout de son extinction, il y a aujourd'hui suffisamment d'investisseurs qui permettent de prolonger cette dette, et donc on ne rembourse que le charge de la dette. Je dis ça parce que très souvent, les comparaisons qui sont faites sont sur le stock. Et évidemment, on ne peut affoler qu'on regarde les chiffres de manière brute, alors même qu'il faudrait regarder la charge de la dette, et je vais y venir, ce qu'on rembourse chaque année. Premier élément, d'abord, je crois, et j'ai cru comprendre que François Ekal, qui n'est pas vraiment un économiste qui est forcément dans le camp politique dans lequel je me trouve, vous a dit la même chose. J'ai même cru comprendre que ça avait étonné la commission d'enquête d'après certains journaux. C'est que je crois que pour avoir des bonnes comparaisons, il faut regarder le pourcentage par rapport au PIB. C'est-à-dire regarder le pourcentage de la dette par rapport à l'évolution du PIB et non pas sur des sommes brutes qui, du coup, peuvent à un moment donné tromper les choses. Si on regarde le fait que depuis 2016, la dette a augmenté de plus de 900 milliards d'euros en valeur, quand on se dit ça, on se dit, bon, c'est évidemment considérable. Quand on compare le fait que la dette est passée de 98 à 110,6%, plus 12,6%, soit une augmentation qui n'est pas inédite, hein, entre 92 et 96, ça a été plus 18,9% et plus 26,3 points entre 2007 et 2012, bon, bah là, les comparaisons sont tout d'un coup moins effrayantes. Bon, c'est la même chose que sur la charge de la dette. J'entends qu'on nous dit aujourd'hui que la charge de la dette de 46,3 milliards d'euros en 2024 va passer en 2027, enfin, c'est une estimation puisque c'est selon des taux, hein, au maximum à 72,3 milliards d'euros. Alors on se dit, bah, ça a quasiment doublé, c'est énorme. Si on la ramène au PIB en fonction des prévisions économiques, on passe de 1,9 point de PIB à 2,6 points de PIB. Je pense, quel que soit après l'avis que l'on défend, que c'est ça qu'il faut prendre comme mesure de comparaison. Et donc on s'aperçoit finalement que la charge de la dette, elle reste peu élevée et finalement proche, voire inférieure à ce qu'on observait il y a 20 ans. D'autre part, je pense qu'il faut aussi voir la dette en fonction du nombre d'années moyens de remboursement des investisseurs. Actuellement, il est de 8 ans et demi. Donc si on ramène la dette, non pas de manière intégrale en termes de stock sur 8 ans et demi, mais en termes de flux, c'est-à-dire divisé par 8 ans et demi, on s'aperçoit finalement que c'est 13,7% du PIB et non 110,6% de ce point de vue-là, ce qui quand même, là aussi, ramène les choses de manière moins alarmante, en tout cas plus réaliste par rapport à l'économie française. Bien. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la phrase d'Éric Woerth, et en expliquant que la question était le fait que la dette roule. Bon. La France, aujourd'hui, est considérée comme un bon emprunteur par les marchés. Bien. Et ça fait des années que c'est le cas. Donc, l'idée, moi j'entends, on me dit oui, aujourd'hui c'est le cas, mais qu'est-ce qu'il en sera dans quelques années? Bon, c'est tellement quelque chose de constant, tout simplement parce qu'on a un patrimoine, la France a un patrimoine, je crois, à plus de 20 000 milliards d'euros, qui montre qu'en réalité, ses actifs dépassent largement son déficit, que ça fait partie des valeurs sûres pour les rapporteurs. C'est pour ça que il y a quelque temps, j'avais été interrogé sur le risque de dégradation par des agences de notation, et j'avais dit à l'avance que quel que soit
le résultat, ça n'aurait pas d'incidence sur les taux d'intérêt. D'ailleurs, si vous regardez depuis des années, en réalité, ça a peu d'incidence à partir du moment où on reste dans une dégradation, somme toute, raisonnable. Bon, ce qu'il faut regarder, c'est la dernière livrée qui a été faite par la France, et on a trouvé 2 fois plus de demandeurs de l'emprunt que d'offres permises. Donc c'est ça qui montre quelque part la confiance des marchés. Bien. Donc c'est attractif pour les marchés. Selon la BCE, environ 80% des titres de dette hexagonales ont été achetés à 2023 par des étrangers. Ça, je vais y venir après. Bien, j'ai parlé de la situation patrimoniale. Donc pour moi, je le dis en préambule, dans la commission d'enquête que vous avez mis en place, la dette, effectivement, la dette française n'est pas un problème. Moi, ce que je crois, c'est qu'en réalité, la dette, c'est plutôt l'objectif qu'on veut atteindre que le risque pour la France. Alors, je vais pas revenir, parce que je pense que ce n'est pas votre cas, mais les gens qui disent on est en faillite, etc., enfin, tout ça est absolument aberrant. La France n'est pas en faillite. La France ne peut pas être en faillite telle qu'est aujourd'hui son économie. Bien. Donc, moi, je crois que la question est de l'objectif. Et c'est d'ailleurs ce qui explique les 2,9% en 2027 présentés par la loi de programmation des finances publiques. Bon. Ça a été dit par l'autorité, par M. Pierre Moscovici, sur les finances publiques, qui trouve que ce chiffre n'est pas très crédible. Je ne parle pas d'insincérité, mais de crédibilité, vu le pas qu'il faudrait avoir pour nous ramener à 2,9% en partant du chiffre qui sera celui de cette année. Moi, je le crois aussi. Je pense sinon, il faudrait une cure d'austérité telle que notre économie en souffrirait. Mais je crois que si on nous donne ce chiffre, c'est d'abord parce que la dette sert à un projet politique, qui est notamment celui induit par la Commission européenne, qui est le fait de baisser les dépenses publiques de manière importante. Et là, j'irai très vite parce que ça, vous reviendrez peut-être dans les questions, de baisser les dépenses publiques et aussi de s'attaquer aux prestations sociales. Bon, on voit bien que là, ce qui est proposé depuis l'annulation de crédit de ce début d'année, ce qui va venir, ce qui viendrait pour l'année prochaine, c'est en l'occurrence une distorsion, une attaque publique sur l'État. Or, ce qui est curieux, et là aussi je crois que François Ekal a dit absolument la même chose que moi, et vous voyez, je vais être d'accord avec aussi Emmanuel Macron, c'est que si le déficit a augmenté plus que prévu en 2023, en passant de 4,9 à 5,5%, ce n'est pas une question d'augmentation des dépenses publiques, c'est une question en réalité de manque de recettes. Et ce chiffre-là, j'ai bien écouté aussi l'analyse de Ekal, si on met en dehors de ça ce qui était dû à l'augmentation du Covid, qu'on peut considérer comme exceptionnel. On n'est pas dans une situation normale. En fait, on se aperçoit depuis 2017, en comparaison avec les autres pays, si l'augmentation du déficit en France est important, il est important parce qu'on s'est privé de recettes. C'est une politique assumée et voulue par l'exécutif, en l'occurrence environ 60 milliards d'euros par an, et non pas d'une augmentation des dépenses publiques, parce que si on regarde l'augmentation des dépenses publiques, là, on a, j'allais dire, un résultat qui nous place plutôt bien en Europe. Bon. Donc, c'est une deuxième question qui est posée, c'est-à-dire qu'en réalité, on propose de réduire la dette en baissant sans arrêt les dépenses publiques, en s'attaquant à la question des prestations sociales et de la protection sociale des Français, alors même que le problème de l'augmentation de la dette depuis quelques années, c'est une baisse des recettes. Et qui plus est, une baisse des recettes, là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'IPP, toutes les études Le Monde documentent, qui avantage plutôt les plus favorisés de nos concitoyens, plutôt que la moyenne, et en plus, plutôt que les plus pauvres d'entre eux. Donc on voit bien qu'en plus, il y a là des questions d'inégalité qui se creusent. Donc moi, je crois que la question qu'il faut se poser, ce n'est pas la légitimité de la dette, c'est pourquoi on s'endette. Voilà, c'est ça, à mon avis, la vraie question. À quoi sert la dette ? De ce point de vue-là, si par exemple la dette sert au fait d'avoir baissé les impôts, je pense qu'on peut s'interroger sur son utilité. Quand je dis baisser les impôts, je voudrais dire quelque chose de manière importante. La question, à chaque fois que, pour ma part, j'explique par exemple que ça serait peut-être bon d'aller chercher de l'argent là où il a été favorisé depuis des années, c'est-à-dire aux plus riches par exemple de nos actionnaires. On m'explique, ah non, on n'augmente pas les impôts. Moi, je ne suis pas pour augmenter les impôts de la quasi-totalité des gens dans ce pays.
Je pense que nous, on a fait des propositions qui plutôt réduiraient en réalité les impôts de 80% des Français. Par contre, je pense qu'il faut arrêter de mal les baisser. Voilà. Je pense qu'il faut faire en sorte que justement, on aille récupérer une part d'impôt, que ce soit à travers l'ISF, que ce soit à travers la flat tax, qui finalement n'a pas rejailli sur l'économie, ça c'est à peu près toutes les études qui le montrent, et qui a plutôt avantagé une minorité de Français, mais qui a en plus les défauts non seulement d'augmenter les déficits, mais, je le dis en passant, par rapport aux politiques qui sont venues, nous a rendu incapables, par exemple, de mettre suffisamment d'argent, l'argent qu'il faudrait, dans l'investissement écologique. Et je crois que cette question, j'ai cru comprendre qu'elle était posée pas seulement par, j'allais dire, un président de la Commission des finances issu de France Insoumise, mais j'ai cru comprendre que Draghi, par exemple, au niveau aujourd'hui européen, parce que c'est un débat sur les politiques mises en place, conteste justement, commence à contester la question à la fois de la baisse des dépenses publiques et de s'attaquer finalement par une politique de l'offre au prix du travail. Bien. Donc je crois qu'il faut d'abord chercher de ce point de vue-là, et vous avez compris que je ne suis pas d'accord avec le fait d'augmenter les déficits par le fait de baisser l'impôt, et plus particulièrement des plus riches, et plus particulièrement des plus riches détenteurs de capitaux. On y reviendra peut-être en détail, je suis rapide là-dessus. Troisième chose, sur la question de qui détient la dette, et ça c'est extrêmement important. La dette Covid est ce qu'on appelle la dette Covid, c'est-à-dire le fait que la Banque centrale européenne, lors du Covid, et elle a bien fait, s'est exonérée des traités européens qui, théoriquement, ne la permettent pas de faire ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'en gros, elle a prêté directement aux banques centrales de chaque pays, contrairement à, par exemple, ce qui avait été fait au moment de la crise des subprimes, où, si vous vous souvenez bien, elle avait prêté par l'intermédiaire de banques. C'est le cas notamment de la Grèce. Là, elle a prêté directement aux banques centrales. Et donc, il y a un système qui s'est mis en place intéressant, puisque plus de 20% aujourd'hui de la dette en moyenne en Europe et de la nôtre, finalement, nous appartient. C'est-à-dire nous sommes nous-mêmes détenteurs de la dette à travers la Banque centrale. Bon, pourquoi je trouve que c'est intéressant ? Parce que du coup, on s'est exonéré des marchés, de la pression des marchés, éventuellement de faire défaut aux marchés. Et moi, effectivement, j'ai affirmé dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, Monsieur le Président, Lâchez-nous la dette, bon, c'était un peu exprès un titre un peu provocateur, mais que ce système-là permet à un moment donné de reprendre une souveraineté sur sa dette et, par exemple, pourquoi pas, de décider qu'on pourrait annuler cette dette. Alors, je vois bien que annuler la dette, là, tout d'un coup, ça semble. Mais sauf que, mes chers collègues, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que ça s'est fait dans le passé, dans des moments exceptionnels. Par exemple, après la guerre, nous avons décidé d'annuler la dette de l'Allemagne. Bien. Et la dette était considérable. Il y a des moments où on peut considérer que au lieu de le porter comme un fardeau dans les années à venir, ça nous aurait coûté les taux d'intérêt, mais on aurait récupéré, j'allais dire, là, un peu moins de pression. Donc, quand je dis ça, c'est que ça montre aussi le fait que c'est extrêmement intéressant que d'une manière ou d'une autre, finalement, nos banques centrales, que je souhaiterais ne plus être indépendantes du pouvoir politique, mais c'est un autre débat, détiennent la dette plutôt que le marché. Et c'est ma conclusion. C'est relativement récent que ce soit le marché qui détienne la dette. Vous savez comme moi, il y a eu différentes décisions, notamment dans les années 80, où progressivement, on est passé d'un circuit du Trésor qui faisait que la dette était, j'allais dire, la dette appartenait aux États. Alors, on va me dire, oui, mais il y avait moins de dette à l'époque. C'est aussi parce qu'à l'époque, on avait une politique monétaire souveraine, on pouvait dévaluer ou pas. C'est ça qui explique aussi les différences, je le dis en passant. Mais n'empêche, le circuit du Trésor faisait qu'on était nous-mêmes souverains, c'est nous qui décidions sur nos dettes. Là, maintenant, on est assujetti au marché. Et je crois que c'est intéressant de s'interroger sur cette question et des risques qui sont courus, qui ont été décidés dans les années 80, en même temps que la constitution progressive du marché unique et ce qu'on appelle le développement de la mondialisation financière. Donc voilà, moi je pense que ça, c'est une question que vous devriez vous poser au niveau de la commission d'enquête, de voir comment on peut être à nouveau souverain de la dette, surtout, et je termine là-dessus, Monsieur le Président, parce que je vois bien que j'ai été long, surtout à partir du moment où, on le sait, un des problèmes de la dette en France, c'est qu'elle est détenue de manière considérable et de manière augmentée par des étrangers. Bon, voilà. Moi, je ne vois pas ça d'un bon oeil. Les Italiens ont fait des plans d'emprunt populaires. Les Japonais, on le sait, ont une dette considérablement plus importante que la nous, mais détenue par les Japonais. Et je pense qu'il y a une réflexion à minimum à avoir là-dessus. Pour ce propos très, très complet. Alors, je vais commencer par un certain nombre de questions. Plutôt que faire un grand pot, je vous pose 10 questions. Je vous poserai les questions séparément, comme ça on fera un aller-retour. Puis ensuite, je passerai la parole au rapporteur et ensuite à nos collègues.
D'abord, une série de questions d'ordre un peu technique sur le métier du président de la Commission des finances, comment ça se passe dans les rapports avec le gouvernement. Vous savez qu'il y a eu tout ce sujet sur est-ce qu'il y a eu ou pas sous-évaluation involontaire, volontaire, d'un certain nombre de paramètres, je voudrais y revenir. Mais quand se construit le budget, quand est-ce que le président de la Commission des finances a les premières estimations de croissance? En clair, est-ce que vous avez des informations un peu plus tôt, même d'une manière informelle, de la part des administrations, du gouvernement? C'est une des caractéristiques du pays, c'est que, et ça pose la question du contrôle parlementaire, c'est que c'est le gouvernement qui fait ses propres hypothèses de croissance, il fait lui-même ses hypothèses de croissance, et il construit le budget avec ses propres hypothèses de croissance. Et il y a peut-être quelque chose à creuser. En Grande-Bretagne, par exemple, c'est un organisme public, mais indépendant, qui fait ses hypothèses de croissance et qui impose ces hypothèses au gouvernement, qui doit bâtir son budget à partir des hypothèses qui lui sont imposées. Et chez nous, c'est la même personne qui fait l'hypothèse et qui utilise l'hypothèse. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? Première question, vous m'avez demandé si, en gros, j'étais au courant longtemps à l'avance. Non, non. Je suis au courant quelques heures à l'avance de ce qui va être publié. Je dois même dire une anecdote par rapport aux dernières annulations de crédit, et je le dis d'autant plus librement, c'est que je crois que ça a irrité tous mes collègues, y compris mes collègues de la majorité, c'est que les décrets, je devais les avoir avant qu'ils ne paraissent au journal officiel. Voilà. Sur les annulations de crédit de 10 milliards. Et il y a un motard qui est venu à l'Assemblée nationale en pleine nuit, il devait être 1h du matin, effectivement, amener ces décrets 20 minutes avant qu'il ne soit mis dans le journal officiel. On ne peut pas vraiment dire, théoriquement, la loi veut qu'on soit informé. Je ne suis pas certain que ça soit informé que de faire ça. Je pense que c'est plutôt travailler dans un drôle d'esprit. Donc non, je ne reçois pas les documents très longtemps à l'avance, pour tout vous dire. Et effectivement, le débat qui a eu lieu par rapport aux rectifications sur la loi de finances 2024, sur la croissance à 1% pour 2024 plutôt que 1,4%, sur le déficit accru. Bon, le Haut Conseil des finances publiques a estimé qu'il n'y avait pas d'insincérité, donc soit. Pour le coup, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une accumulation d'erreurs, et je pense que c'est à interroger. Alors pourquoi il y a accumulation d'erreurs? Le gouvernement a fait des estimations en fonction... moi, ça ne me choque pas, pour aller vite. Ce que vous avez demandé ne me choque pas, le fait que ça soit la puissance publique qui, à un moment donné, donne ses prévisions, d'autant plus qu'on a quand même des autorités, on a des institutions qui donnent eux-mêmes leurs propres chiffres. Bien. Donc, ça nous permet de comparer. Ce qui me pose problème, c'est autre chose. C'est le fait que, depuis maintenant deux budgets, l'Assemblée n'a plus l'occasion de débattre et de voter ce budget. Et si je dis ça, ce n'est pas juste un problème démocratique, c'est que je pense que le gouvernement aurait été, peut-être plus réaliste et mieux inspiré, aurait pris peut-être des meilleures décisions si à un moment donné il écoutait l'Assemblée sur cette question. C'est plutôt ça le problème que nous avons en ce moment. C'est plutôt ça. Le problème de fond que nous avons dans le fonctionnement, c'est que moi j'ai tendance à penser que vient de l'Assemblée des choses qui peuvent conseiller de manière utile. Vous voyez, je suis très modéré, le gouvernement, et je regrette que ça ne soit pas le cas. Mais ça ne me choque pas que les services de Bercy eux-mêmes donnent leurs propres prévisions. C'est un organisme pourtant public qui fasse une évaluation indépendante, c'est quelque chose. Oui, mais en Grande-Bretagne, ils poussent le bouchon plus loin, c'est britannique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une estimation qui est faite par un organisme qui ne dépend pas du gouvernement, objectivement, et qui dit, ben voilà, vous devez travailler sur 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, point. Pas de discussion. Oui, Monsieur le Président, je reste, et comme la question, vous avez compris, je suis contre l'indépendance des banques centrales. Moi, je reste plus favorable au fait que la puissance politique, à un moment donné, donne ses propres chiffres plutôt qu'un organisme qui, après tout, en quoi il serait plus valide que l'exécutif pour donner ses propres chiffres. Donc moi, je préfère que ce soit la puissance publique. Merci. Alors, vous avez parlé du 1,4 versus 1. Donc, vous avez noté qu'il n'y a pas d'insincérité de votre part. Vous pensez qu'il y a une... en tout cas, ce n'est pas votre sentiment, j'ai bien compris. Sur le 4,9 du PIB versus 5,5 pour 2023, ce fameux trou dans les recettes, que vous avez d'ailleurs évoqué durant votre exposé, est-ce que vous pensez que ce trou, ça fait l'objet aussi d'une discussion politique, là pour le coup, a été caché
caché dans les recettes fin 2023. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent d'affirmer un certain nombre de choses? Décidément. Les éléments, c'est M. Husson qui les a révélés. Il y a une note effectivement interne à Bercy qui a été faite dans les derniers jours, si j'ai bien compris, du budget, et qui expliquait qu'il y avait un risque de dérapage de déficit. Mais là, le ministre les a, d'ailleurs, Cazenave les a publiés, nous les a transmis. C'était une note qui alertait, qui ne donnait pas ça comme certitude. Si on avait été en débat normal à l'Assemblée à ce moment-là, ce qui n'était déjà plus le cas puisque les choses étaient passées, si je ne me trompe pas en termes de datation, par 49.3, peut-être que, et là il aurait été souhaitable, qu'il y ait un débat à partir justement de ces estimations renouvelées. Le problème, c'est que nous n'étions plus en débat et que tout ça est parti de manière invisible. Mais moi, pour être clair, j'ai parlé de... Je ne pense pas que la question de l'insincérité, mais par contre, c'est une question de succession d'erreurs. Parce que ce n'est pas comme si il n'y avait pas eu à la fois des parlementaires et de toutes les oppositions, quasiment, comme s'il n'y avait pas eu des institutions qui disaient que, par exemple, du fait de la situation en 2023, peut-être que les rentrées financières assises sur la question de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et différentes n'allaient pas être aussi importantes en 2023 qu'en 2024. Autrement, et de la même manière, alors là, pour le coup, la croissance annoncée de 1,4% pour 2024, là, il y a plein de vidéos qui vous montreront nos interventions aux uns et aux autres pour dire que c'était quelque chose qui n'était pas réaliste. Et on n'a rien inventé, hein. Il suffisait de regarder, écouter ce que disaient les institutions. Donc, au moins, constatons une chose, et je trouve que du coup, ça devrait renvoyer l'exécutif à beaucoup d'humilité dans ses affirmations, y compris par rapport à la politique à venir, c'est qu'il y a eu une succession d'erreurs qui se révèlent évidentes quelques mois à peine seulement après qu'on ait bouclé le budget. Merci. Alors, revenons à la dette et vos thèses sur la dette. Une des caractéristiques de la dette française, c'est qu'elle continue à augmenter là, en post-crise, alors que dans d'autres pays qui n'ont pas longtemps été montrés comme de grands modèles de gestion de leur dette, je pense à la Grèce, Portugal, cette dette baisse. Comment expliquez-vous cette différence d'évolution? Bon, alors déjà, par principe, admettons une chose, c'est que l'idée qu'il serait principiel, nécessairement principiel, que la dette baisse n'est pas une vérité économique. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, les États-Unis d'Amérique n'ont pas pour objectif de faire baisser leur dette, il a d'abord pour objectif de faire augmenter la croissance. Quand je dis ça, je sais bien quelle est la différence aujourd'hui, par exemple, entre les États-Unis, la façon dont ils ont le dollar, et l'Union européenne. Mais ça permet au moins de dire qu'il y a d'autres politiques économiques et que, si je ne me trompe pas, cet effet sur la croissance fait qu'aujourd'hui, on s'alarme un peu du possible décrochage en termes de croissance entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc la baisse des déficits de manière absolue, comme étant un principe intangible, on voit bien que ce n'est pas le cas, puisque les États-Unis, aujourd'hui, ce n'est pas leur souci premier. Ça, c'est une première réponse que je vous donne. La deuxième, c'est que, alors d'abord, je pense qu'il faut se garder des comparaisons. Le PIB de la Grèce, c'est à peu près le PIB de la région Île-de-France. Bon. Donc il est évident que la dette, au point où elle était arrivée, pour des raisons d'ailleurs dont la Grèce n'est pas la seule responsable, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui, sa conséquence sur les capacités de remboursement n'est pas la même que la France, qui reste quand même, et je l'ai expliqué tout à l'heure, une puissance économique financière stable et qui permet de voir ça à l'avenir. Bon. Moi, je crois que l'augmentation du déficit en France, c'est aussi à un moment donné, parce qu'on parle souvent de la charge de la dette. Moi, j'entends souvent des collègues qui m'expliquent la charge de la dette, attention, ça va devenir le premier budget de l'État. On a l'impression que c'est de l'argent qu'on met par la fenêtre, quoi. Mais la charge de la dette, elle sert à rembourser un déficit qui sert à quelque chose. Il sert à quelque chose. Bien. Donc c'est à cela qu'il faut observer. Et notamment en 2023, ce à quoi il a servi, c'est peut-être aussi à permettre que ce qu'on appelle l'État social en France, même si je trouve qu'il est largement dégradé actuellement par la politique menée, c'est une protection sociale qui permet, par exemple, que la consommation populaire reste à peu près soutenable, même en période de crise. Vous savez, il m'est toujours revenu une chose, c'est que après la crise des subprimes, on est un des seuls pays en Europe où on n'est pas rentré en récession. Bon. Et pourquoi on n'est pas rentré en récession? C'est-à-dire 2 trimestres où la croissance est devenue négative, parce qu'à l'époque, le marché privé était, lui, en récession,
Et ce qui a soutenu l'économie, c'est les dépenses publiques, parce qu'on oublie de dire que les dépenses publiques, c'est aussi des recettes, raison d'ailleurs pour laquelle l'OFCE estime que les baisses de dépenses publiques prévues pour 2024 vont nous coûter 0,2 points de croissance, parce que quand vous avez un reflux d'activité économique, si vous baissez les dépenses publiques, eh bien, vous avez aussi un effet sur la croissance. Donc, en 2023, si vous vous souvenez bien, et Bruno Le Maire, et il avait raison, a estimé, oui, a estimé que par rapport aux prévisions qui étaient plus négatives que ça, sur le fait que la croissance s'était maintenue en France, elle a été finalement de 0,9, par rapport à l'Allemagne, par exemple, il s'est félicité de ça. Mais qu'est-ce qui est dû? Qu'est-ce qui l'a permis? C'est le fait que la consommation populaire française a mieux tenu. Et pourquoi elle a mieux tenu? Parce que justement, il y a, mine de rien, des choses qui risquent d'être aujourd'hui attaquées, notamment avec le chômage, qui permettent que ça tienne, même ce que l'Allemagne n'a pas fait, et ce qui explique sa récession. Donc, autrement dit, moi, ce que je demanderais, c'est pas seulement regarder les chiffres des déficits, mais mettons tous les critères économiques. Par exemple, au niveau croissance, en ce moment, on s'en sort plutôt mieux que l'Allemagne. D'accord? Et ça a évidemment des incidences par rapport à beaucoup de points. Donc ça ne m'alarme pas, pour tout vous répondre, Monsieur le Président, qu'on soit dans le haut déficit. La question, c'est à quoi ça sert, encore une fois, et quels sont les autres éléments, j'allais dire, et critères économiques. Merci. Je terminerai sur cette dernière question, puisque la commission d'enquête, c'est à la fois la dette et le pouvoir d'achat. Selon vous, il n'y a pas d'effet à craindre de la dette sur le pouvoir d'achat des Français? Il y a un effet à craindre de la manière dont on veut à tout prix baisser les déficits, si ça, je pense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, on veut faire en sorte de rembourser, faire en sorte que les chômeurs soient indemnisés moins longtemps et moins, je pense que ça peut avoir un impact sur le pouvoir d'achat des plus défavorisés d'entre nous et donc sur la consommation populaire. Et de même, le fait que on parle de baisse des dépenses publiques dans les années à venir de façon qui serait historique si on suit ces chiffres-là. Je rappelle que les services publics, la protection de l'État, parce que ça induit, c'est souvent la protection des plus défavorisés. Donc ça peut avoir des effets sur le pouvoir d'achat et donc sur la croissance. C'est ça qui m'inquiète plus. Et si, je terminerai à votre réponse, mais vous avez compris, si à tout prix on veut regarder la question déficit, moi je demande qu'on regarde d'abord avant tout les dépenses fiscales, c'est-à-dire les niches fiscales, les aides par exemple aux entreprises non conditionnées, la manière dont l'impôt a été baissé, et notamment le fait qu'elle ait favorisé de manière extrêmement importante les revenus du capital, plutôt que la baisse des dépenses publiques. Je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait aller et qui nous permettrait en plus peut-être de dégager des marges pour plus investir au niveau écologique.